Avant, vous aviez le sonneur de cloche qui sentait vivre sa cloche. En fait, bon, il sentait chaque fois qu'il y avait un problème. Si la cloche avait une secousse, ça veut dire qu'elle était desserrée. Tandis que maintenant, bon, il n'y a plus personne qui vérifie ça. Et c'est nous qui passons, alors on vérifie le serrage des cloches. Et bon, on vérifie toute la partie alors électrique de la sonnerie automatique, donc. Hein. Belge à 7 44 445. Oui. Et ça, c'est la preuve qu'elle est partie, celle-ci. Vous en rencontrez souvent des cloches marquées? De moins en moins, vu que, bon, avec le temps, les inscriptions s'effacent. Hein. Mais il y en a encore, oui. Quelques-unes sont encore inscrites. Mars 1943. Depuis près de 3 ans, la Belgique vit sous l'occupation. Habilement, l'administration militaire allemande a su diriger toute la structure de la société au service de son économie de guerre. Les matières premières sont confisquées, la main-d'œuvre mise à contribution et l'industrie organisée au profit du Troisième Reich. Dans ce contexte d'exploitation des ressources du pays, l'occupant voit même une utilité dans le bronze des cloches. Elle représente un moyen simple de se procurer le cuivre, mais surtout l'étain nécessaire à ses besoins d'armement. Ils sont venus avec des camions, il y a eu des treuils ici. Et le curé ne voulait pas que l'on enlève ces cloches. Par conséquent, il interpellait l'officier allemand, il le bousculait même. Et l'officier allemand a été chercher son revolver. Et nous, gamins, on avait bien peur pour notre curé. Et à un moment donné, nos professeurs nous ont dit « Allez les enfants, on va chanter la Brabançonne ». Et au nez à la barre des Allemands qui surveillaient quand même l'enlèvement de ces cloches pour qu'il n'y ait pas de manifestation, nous avons chanté la Brabançonne. C'est un souvenir très important pour moi. Et alors, bon, que tout le monde était là pour voir la descente des cloches et pour, prendre des morceaux même. Hein. Si vous avez des cloches qui sont ébréchées, eh bien, en fait, c'est souvent des gens qui ont pris des morceaux en souvenir de la cloche. On faisait les champs, on travaillait dans les champs, et les champs c'était quand même étendu. Et les cloches, c'était pour nous quand même un appel. Quand c'était midi, quand c'était l'Angélus le soir. Bon, on avait des points de repère, ça fait partie de notre vie. Et je crois que ça fait toujours partie de notre vie maintenant. Ça fait partie du restant, comme de l'église, comme des tilleuls que j'ai montés dessus gamin. C'est un tout pour moi. Les baptêmes, les communions, les mariages, les enterrements, tout ça, c'est aussi dans la cloche. Même pour ceux qui ne vont pas l'église. Hein. C'est un sentiment de rassemblement du village. Hein. Dès le début de la guerre, le Reich se savait confronté à une pénurie de métaux non ferreux. Pour y remédier, l'Allemagne n'a pas hésité à réquisitionner ses propres cloches, suivies de celles des pays occupés. En Belgique, ce n'est qu'en ce début du printemps 1943 que l'enlèvement des cloches devient inéluctable. Oui, tout le monde en parlait. On savait que les Allemands prendraient les cloches. Comme tout le monde, j'ai entendu le texte lu par les curés dans les églises. Et on s'y attendait, mais je n'aurais jamais cru que ça allait prendre une pareille extension. Ils ont pris plus de 4600 cloches pour la Belgique. Je pensais un peu ce que ça fait. Notre devoir épiscopal nous oblige à déclarer que toute collaboration à l'enlèvement des cloches de nos églises est gravement illicite en conscience. Nous demandons que tous, prêtres et laïcs, observent une attitude calme et purement passive. Passive ne veut pas dire négative. Ils n'empêchent pas de le faire. Ils ont dit, on n'y participe pas, c'est fini, on ne bouge pas. Et justement, c'est la réaction de M. de Beer. C'est la principale réaction de M. de Beer en disant, sapristi, mais si l'Église ne protège pas ses cloches, il faut tout de même qu'on le fasse. Et au fond, c'était son idée, et il a créé la commission des cloches dans le but de sauvegarder les cloches. Quelques années auparavant,
Joseph de Beer avait fondé un musée du folklore dans les murs du château du Sterkshof, près d'Anvers. Ce même souci de la conservation du patrimoine le pousse cette fois à lancer l'idée d'une commission pour la sauvegarde des cloches. Pour lui donner un statut officiel, Joseph de Beer trouve des appuis au ministère de l'Instruction publique. Son objectif ? Poursuivre méthodiquement la défense des cloches sur base du respect du patrimoine artistique et historique. De leur côté, les autorités d'occupation ne voient en cette commission qu'un organisme inoffensif de protection artistique. En l'acceptant, l'occupant poursuit sa volonté d'entretenir une illusion de calme et de sérénité dans les territoires occupés. Ainsi, la Belgique est le seul pays à mettre en place un organisme de protection des cloches. C'est dans son musée du Sterkshof que Joseph de Beer établit le siège de sa commission. Il a sollicité l'aide bénévole de jeunes qui étaient menacés d'être déportés en Allemagne pour le travail obligatoire. Et comme moi, à ce moment-là, je terminais mes études moyennes, j'ai profité de l'occasion pour répondre à son appel et travailler avec lui, donc, à la commission. L'objectif premier, c'était de faire le recensement de toutes les cloches existantes en Belgique et faire un fichier avec une fiche par cloche avec le plus de détails possible permettant l'identification et la classification des cloches suivant leur valeur. Nommé président de la commission, Joseph de Beer engage les pourparlers avec le service compétent allemand afin d'éviter une réquisition systématique et aveugle. À cette fin, il rencontre l'officier Rosemann, qui dans le civil est professeur d'histoire de l'art. Le dialogue est possible. Ça créait une certaine une ambiance bizarre de voir que des Belges s'occupaient des cloches et les Allemands les enlevaient. Et au fond, c'était M. de Beer et M. Rosemann, c'était les deux interlocuteurs valables, c'était les seuls. Rosemann décidait pour les Allemands et de Beer prenait ses responsabilités pour la Belgique. Nous étions au fond que des ouvriers vis-à-vis de M. de Beer. Hein. Ainsi, la commission obtient le maintien d'une cloche par église et la conservation de celles reconnues pour leur valeur historique ou artistique. Tout ce qui était antérieur à 1750 a été sauvé comme objet d'art. Et c'est comme ça qu'ils avaient même accepté de ne pas enlever les carillons, parce que les carillons étaient considérés comme objets d'art. Ce n'était pas un sabotage, c'est pas dans le sens de sabotage qu'on présentait ça aux Allemands. On présentait dans le cas de sauver les parties historiques qui était possible de sauver. Pour arracher les cloches à leur tour, les autorités allemandes s'assurent les services de la firme belge Van Campenhout. La convoitise envers les cloches n'est plus seulement une menace. Une quarantaine d'équipes d'ouvriers sillonnent tout le pays afin de les enlever. Sur le parvis des églises, c'est davantage une confrontation entre Belges. Je dois dire qu'au début, c'était un risque, et un risque qu'on ne pouvait pas calculer. On ne sait pas vers quoi j'allais au départ. Je me trouvais là-bas avec des ouvriers collaborateurs qui enlevaient des cloches. Il y avait des soldats allemands en armes qui protégeaient les ouvriers contre les partisans et les gens comment dirais-je, les paroissiens qui voulaient tâcher d'empêcher les Allemands d'enlever les cloches. À un moment donné, j'ai eu peur à certains jours, je vous assure franchement, j'ai eu peur certains jours. Que ce soit lors de l'enlèvement des cloches ou dès leur arrivée dans un entrepôt, les membres de la commission tentent d'en sauver l'une ou l'autre sous prétexte d'un dernier contrôle de leur valeur. Malgré cela, et en dépit des reconnaissances artistiques que l'occupant daigne attribuer à certaines cloches, elles restent, avant tout, autant de tonnes de bronze indispensables à l'industrie militaire allemande. Ainsi, des centaines de cloches sont dépendues, et les membres de la commission les recensent malgré tout.
Vous remarquez, j'ai mis un HS sur les cloches, ce qui représente mon paraphe et qui m'indique que la cloche a été relevée. Il y en a tout de même 561 qui ont été vues. Ce serait vraiment dommage de devoir les refaire 2 fois. Alors je mettais mon paraphe HS. On voit ce paraphe d'ailleurs sur plusieurs photos. Et me voici en équilibre sur les cloches, en train de relever les inscriptions. Vous aviez quel âge à ce moment-là? Ah, je suis né en 20, j'avais 24 ans. 23 ans, quoi. Et les cloches devaient se trouver à peu près à cet endroit-ci. De ce temps-là, il n'y avait pas de béton, il n'y avait pas de cimentage. C'était du gravier sur lequel les camions roulaient tant bien que mal. Je ne marquais rien du tout. Je ne marquais rien du tout. Elles étaient marquées à la peinture, grosso modo, par les ouvriers de Van Campeno, le BE, LG, et alors un numéro à côté. Ils ne marquaient pas toujours le numéro de la province en chiffres romains. C'est comme ça qu'il y a eu des difficultés d'identifier des cloches. On avait le numéro, mais on ne savait pas de quelle province il venait. Tandis qu'ici, nous avions les cloches qui venaient du Luxembourg, une bonne partie de Namur. J'ai eu assez bien de cloches du Limbourg, et alors toute la province de Liège. C'est quelque chose, ça vous influence, il n'y a rien à faire. C'est pas mon âge qui me fait ça, ça a toujours fait. J'ai vu trop de choses quand on enlevait les cloches, la peine que ça faisait aux curés et aux villageois, et puis voir traiter ça comme vous avez la mitraille que l'on traite ici à droite, puis charger ça sur des bateaux, c'était très impressionnant. Et je dois dire que j'ai été marqué par ça, je ne l'ai pas oublié. D'abord rassemblées dans différents dépôts disséminés dans tout le pays, les cloches sont acheminées par voie maritime ou ferroviaire vers les usines de Hambourg. Là, elles seront fondues. Pour de nombreuses personnes, ce pillage est ressenti comme une profanation. En comparant ces fichiers avec les listes allemandes des cloches enlevées, Joseph de Beer se rend compte qu'au nez et à la barbe de l'occupant, certaines disparaissent d'une façon ou d'une autre. Ainsi, aux 4 coins du pays, des gens décident de sauver leurs cloches. Parfois, à la suite de rencontres fortuites. C'est l'histoire du cirque de Young pendant les années d'occupation. Mon frère aîné est né à Binche, le second frère est né à Roulers, le troisième est né à Tervure, le plus jeune est né à Namur, et moi-même, je suis née à Arlon. Je faisais un numéro d'acrobatie à patin-roulette avec mon frère, mon plus jeune frère, et puis alors avec les chevaux, je travaillais avec les chevaux. Et puis j'assistais au numéro de clown de mes frères également, on jouait de la musique, et puis il fallait un petit peu danser, et les faire valoir, quoi. Qu'est-ce que ça implique, l'occupation, pour un cirque itinérant? Une catastrophe. C'est la catastrophe. Mon père racontait toujours, 14-18, ils avaient tout perdu, et 40 n'a pas été meilleur pour nous. Quand à la déclaration de la guerre, mes parents possédaient 45 chevaux et un tas d'animaux, mais à la fin de la guerre, il n'en restait qu'une douzaine. Nous avons été obligés de les vendre, il n'y avait pas de nourriture, c'était impossible. C'était 2 fois la ruine, une guerre. Quand on nous avait permis de voyager, tout le cirque était sur des plateformes de chemin de fer. Mais alors, on était toujours garés et il fallait attendre que le second train passe pour que le train du cirque puisse passer. Et mon frère avait vu qu'à côté de notre train,
il y avait un train de marchandises où il y avait toutes des cloches d'église qui avaient été volées en Belgique et qui partaient vers l'Allemagne pour être fondues et en faire des bombes. Et mon frère César a demandé à sa femme, qui parlait très bien l'allemand, parle avec le sentinelle. Elle a commencé à parler du cirque et ça l'intéressait énormément. Et mon frère est monté sur la plateforme avec 2 hommes et ils ont volé une cloche. Naturellement, la grandeur ou quoi, je ne pourrais pas vous la dire parce que... Et il l'a caché dans un wagon de notre cirque. Et vous savez, il y avait toute l'installation électrique et tous les câbles. Et il a caché tout ça à l'arrière avec tous les câbles. Et elle est restée pendant toute la guerre chez nous, cette cloche. Et après la guerre, mes frères l'ont déposée à la mairie de notre première ville. Dans les villages de la région de Malines, l'affaire est encore plus mystérieuse. Des cloches disparaissent la nuit. Gaston Vandenberg se mêlera à ces opérations nocturnes. Il participera au sauvetage de 29 cloches. Il en témoigna quelques mois avant sa mort. Quel âge aviez-vous? 19. Et nous avons formé entre nous, avec seulement 7 personnes, une petite bande pour voler des cloches. Ik heb hem vrij goed gekend de laatste 6, 7 jaar van zijn leven. Hij heeft zeker die liefde voor de klokken bijgebracht. Minder het bijaardtechnische aspect. Hij was geen leraar in de bijaardschool, maar veel eer dus wat er allemaal achter die bijaarden zat. De petite histoire, heel de geschiedenis, de wording van zo'n bijaard. En dan woonde hij eigenlijk ja, onder de toren toch. Hij hoorde die alle dagen. Hè. En bij misdiener te zijn zeker, ging hem daar regelmatig eens zien en moest het uurwerk gaan opwinden. En ja, dan zag hem die klokken hangen, ja, zijn die liefde is gegroeid zeker. Elke plaats waar dat hij gespeeld heeft, heeft hem een kerk gemaakt in karton. Of anders kocht hij dat, als die in de winkels waren. C'était toujours en 2 jours. Le premier jour, les ouvriers, commandés par les Allemands, venaient placer les machines, enlever tous les obstacles à l'intérieur de la tour. Et à 5 heures le soir, c'est fini. Et le lendemain, ils revenaient pour enlever les cloches. Tout le matériel? Tout le matériel était en place. Et nous avons profité de leurs propres machines pour, pendant la nuit, entrer dans la tour, laisser passer les cloches et les cacher quelque part dans un étang ou une fossé. En in de oorlog heeft hij blijkbaar ook een aantal luidklokken uit de handen van de Duitsers kunnen redden. En waarschijnlijk is daar ook zijn liefde voor de klokken gegroeid, waardoor het heel natuurlijk was dat hij na de oorlog naar de bijaardschool in Mechelen trok om er het vak van bijaardier aan te leren. Het was een passie voor hem. Op zijn vrouw en op zijn heel zijn gezin. Dat moet je zeggen. En op zijn eigen ook, ja, dat is waar. dan zegde hem dat dat waar was, hij kon het toch anders niks zeggen. Die kinderen, ja, ik heb die grootgebracht eigenlijk. Dat is zo. Mijn leven moeilijk kunnen voorstellen zonder die bijaarden en die klokken. Ik denk dat een bijaardier een heel belangrijke sociale functie heeft in een gemeenschap.
Je kan een bijaardier eigenlijk een beetje beschouwen als een soort kleine wereldverbeteraar. Een bijaardier speelt voor een publiek. Hij tracht zijn omgeving een klein beetje mooier te maken door zijn muziek. Ah, wel, hij zegt altijd, als het nu nog moest gebeuren, zou ik het toch nooit meer doen. Dat zeg ik dan ook. Omdat het te riskant was, hè. Er zijn zoveel dingen in uw leven dat de meest niet meer zou doen, hè. Pendant que Gaston van den Berg multiplie ses escapades nocturnes dans les clochers, Joseph de Beer et ses acolytes ne se limitent pas aux reconnaissances artistiques allemandes. Au moyen de fraudes aussi multiples que variées, ils réussissent à soustraire à l'ennemi quantité de cloches. Joseph de Beer développe ainsi une véritable action de sabotage. Veillant à les placer dans une catégorie protégée, les membres de la commission surestiment la valeur de nombreuses cloches. Quant aux carillons, les Allemands avaient accepté de les épargner. La commission profite de cette concession pour incorporer à des claviers existants plusieurs cloches ordinaires, laissant ainsi croire qu'elles avaient toujours fait partie de l'ensemble constituant le carillon. Deux ou trois jours avant la visite de M. Roseman, qui était le superintendant de l'enlèvement des cloches en Belgique, M. de Beer avait réussi à me prévenir que les Allemands allaient prendre les cloches de la cathédrale et voir ce qu'on pouvait faire. Et comme je savais qu'on avait déjà fait dans d'autres églises le regroupement des cloches avec d'autres cloches de façon à créer un carillon, j'ai dit on va essayer, puisqu'il y a un carillon à la cathédrale, de rattacher les 6 grosses cloches au carillon. Et ça a marché, et les Allemands ont accepté. Je ne veux pas dire que moi j'ai démonté moi-même des moteurs et des parties métalliques, il y avait des ouvriers qui l'ont fait, mais j'y ai participé en déplaçant les pièces démontées et en allant les porter au-dessus de la voûte. Et alors après, quand on a amené des pièces de bois qu'on a trouvées ici dans les combles, on les a mises en travers de la cloche, du chemin de la cloche, de façon à prouver que la cloche n'avait jamais bougé et qu'elle faisait partie d'un carillon. D'où vient l'amour des cloches, je ne sais pas l'expliquer. Je ne saurais pas l'expliquer, mais on m'a demandé de m'en occuper. J'ai dit oui, comme j'ai été remballé parce que j'étais jeune. J'ai accepté et j'ai vraiment été mordu. J'ai dit voilà, si on parvient à sauver toutes ces pièces d'art, parce que moi j'ai toujours considéré la cloche comme une pièce d'art, j'ai toujours considéré la cloche comme vivante, je lui ai toujours donné une âme. Et j'ai réussi à en sauver, à en protéger contre la démolition. Et bien, ça m'a donné une paix intérieure très importante. Dans le village de La Nef, près de Charleroi, on célèbre chaque année l'anniversaire du sauvetage de la cloche. Particularité oblige, la résistance armée des environs réalisa une véritable opération commando dans le but de la récupérer. Cette année, la commémoration s'annonce avec davantage de faste. On fête le 50e anniversaire de cette épopée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans cet édifice religieux
pour célébrer le 50e anniversaire de la récupération de notre cloche par les résistants du MNB, du secteur de la Nef. En 1944, il y avait 72 résistants à la Nef, mais répartis donc à Walcourt, à Gourdin, Tilchâteau, Berzé, je sais pas moi, la Nef, donc frère, on n'a jamais eu. Anzinel. Maintenant, il y a encore combien de résistants qui vivent encore? Oh, ici à la Nef? Hector. Hector, non, il y a Hector, hein, il y a Georges. Certaines personnes bien intentionnées nous avaient plus ou moins nargués en disant que on était bon pour faire le fanfaron, mais laisser prendre les cloches et ne pas les défendre. Tout ça, c'est mélangé ensemble. Et on a dit, voilà, on va la chercher. Notre Isabelle se trouve à Montigny-Neuville, dans un dépôt de Verry-Foulcourt. L'endroit était gardé par 2 sentinelles après 18 heures. Alors, à ce moment-là, ils ont ligoté les 2 sentinelles. Il y avait 2 sentinelles, hein. Et il y avait un boucher aussi, qui venait jouer à cartes avec eux. Un boucher énorme. Hein? Ils l'ont ligoté sur une chaise, mais le boucher étant trop gros. Il serrait tellement fort, le boucher... Hein? Ils l'ont lié avec du gros câble, de fil, hein? On a ri, c'est quand on est repassé à Solvay et qu'on a acheté les clés de porte d'entrée du petit local, là, de garde. Hein. On les a achetés dans l'eau, là, on a ri. Hein. On a dit, voilà, maintenant, ils sont renfermés. Ils n'ont plus qu'à foncer la porte. Ils n'ont qu'à tirer leur plan. Dans le parc du Château Vincent, donc vous avez la grille ici, comme elle est là, hein. Donc le monument est là, votre école est ici. Ils ont entré avec le camion, les Russes ont vite creusé un trou, et on a enterré les 2 cloches là. Le lendemain, Alexandre, le concierge du château ici, a rebouché le trou et a fait un parterre pour qu'on ne voie rien de tout. Moi, vous me mettez le meilleur, madame, avec ça, je suis tranquille. Magnifique. Martyr Georges Roger Hector, hosti irkena klake, et que les poches nos avin pris, un viaggio et de la On s'est aperçu qu'elle était fêlée. On a dû la redescendre pour la refondre. Hein. Et on a baptisé le nom de son nouveau parrain et marraine. Le maillot d'alors, Camille Gilbert, et la concierge du château, qui avait fait planter de fleurs, Alice Massard. Donc on l'a appelé Alice au lieu de Isabelle. Maintenant, ils sont électrifiés. Il n'y a plus qu'à poser un bouton. Alors, le terrain. On se battait entre quand même avec les cloches. On était fiers. Là. Je dors jusqu'à 3 h du matin, tous les jours. Puis il venait. Après, c'est le machine qui travaille. Je prépare mon travail pour le lendemain. Je me souviens de tout ce qui s'est passé dans toute ma vie. Oh, on ne parlait pas. J'ai fait l'entrepreneur. Eh bien, parfois, j'en douille un chemin. Je continue mes anciennes activités. C'est bête, hein? Où je trouve dans chez clients, à charbon, à bière. Beaucoup vieux.
Ils sont partis. Il y en a des temps, hein. Parce qu'il y a des délits maintenant. Pauvres. Le 1er septembre 1945, Joseph de Beer arrive à Hambourg. Dans cette ville dévastée, il a l'espoir de retrouver les cloches de Belgique encore intactes. Autour de lui, des cloches de Hollande, d'Allemagne, d'Italie, de Pologne, et finalement, quantité de Belges. Tout est figé. De ci, de là, des cloches déjà concassées, prêtes pour la fonte. Sur les rives de l'Elbe, de grandes barges encore remplies de cloches. Le processus de destruction est stoppé net. Il faudra une semaine pour que nos cloches soient chargées sur le Lys, un navire belge retrouvé dans les eaux territoriales allemandes. Élevé au grade de colonel pour mener à bien sa mission, Joseph de Beer dirige le chargement de sa précieuse cargaison. Dans quelques jours, l'équipage du Lys rejoindra la Belgique, avec près de 800 cloches intactes. Il faut voir la correspondance que j'ai reçue immédiatement après la libération. Du côté de Namur, dans le Hainaut, des gens qui me demandaient si je n'avais pas vu leur cloche. Des gens qui m'envoyaient le texte de leur cloche. Dans ce que vous avez pris, est-ce que vous n'avez pas vu telle cloche? Il y a un curé dans les Ardennes, il a fait imprimer un petit papier de recherche pour sa cloche. C'était habile et il a envoyé ce petit papier à un tas de gens. Il dit, vous n'avez pas vu ma cloche, je n'avez pas vu ma cloche. Et je ne sais pas s'il n'y a pas des camions qui viennent jusqu'ici. Les camions partaient sur la gauche surtout. Hein. Quand on regarde la porte. Voilà la... Oui. Et là, Oh, il y avait peut-être des camions devant l'entrée. Là, il y en avait. Oui. J'étais là parce que je me trouvais sur un camion. Oui. Et il y a une personne qui est venue m'apporter un bouquet de fleurs que j'ai fixé dans les anneaux d'une des cloches. Et voilà le retour ici à Maretsou. Vous étiez là à Maretsou? Oui, c'est moi qui suis là. Ah bon. De même que l'autre photo. Voilà, ici. Voilà des moines de chez vous. Oui, bien ça c'est moi. Les lettres HS que vous voyez sur les cloches, c'était mon sigle. Je le traçais afin d'éviter de relever 2 fois les inscriptions sur la même cloche. Parce que je vous assure qu'il y avait de quoi se tromper. Voilà une photo agrandie de l'inscription. Sous les armoiries du baron Appelder, Elderen, doyen de Liège en 1748. J'avais mis un peu de craie sur les lettres pour faire ressortir les inscriptions. Les cloches de Gimnée, le petit village qui est voisin ici, elles sont passées par Liège et elles sont revenues. Et je les ai ramenées.
Mais je vais aller voir, et j'ai la date, elles sont rentrées le 3 novembre. Mais je vais aller voir le curé de Gimné, voir si pour le 3 novembre, il ne veut pas qu'on fasse une petite fête, ou bien que j'aille présenter ma conférence ce jour-là. Le 8 octobre 1945, les cloches sont accueillies au port d'Anvers. Place à la cérémonie. De nombreuses personnalités politiques, militaires et religieuses enchaînent les discours solennels. Le cardinal Van Rooij, archevêque de Malines, rend hommage aux activités de la commission. Joseph de Beer prend également la parole et détaille le nombre de cloches que retrouvera chaque province. Avec les membres de sa commission, il lui reste à présent à organiser le rapatriement jusqu'à leur lieu d'origine. Il a fallu faire les listes pour rapatrier toutes ces cloches. J'ai encore plusieurs listes ici à côté. Tel camion, telle cloche, telle cloche, telle cloche, tel camion, telle cloche, telle cloche. Et il fallait grouper les cloches. Il ne fallait pas mettre sur un camion qui allait déposer 2 cloches à Arlon, une autre pour la Flandre. Hein. Pendant les semaines qui suivent, avec l'aide de l'armée américaine, ce sont des dizaines de convois de camions et de grues qui parcourent le pays afin de remettre aux habitants les cloches ramenées d'Allemagne. Des fêtes merveilleuses, partout. On avait annoncé que la cloche allait revenir, et des histoires comme ça se sait tout de suite. Et il y avait des haies de gens le long de la route, et quand on a déchargé les cloches, les gens étaient là et regardaient la cloche, elle est revenue, etc. Après avoir veillé au remplacement des cloches perdues, la Commission pour la sauvegarde des cloches sera dissoute en 1950. De par ses activités pendant l'occupation, elle sera reconnue comme mouvement de résistance civile. Plus de 170 000 cloches seront décrochées des tours en Europe. 150 000 seront détruites, soit plus de 45 000 tonnes de bronze. Mais que signifient ces chiffres? Pour les habitants, ce qui compte, c'est l'attachement qu'ils accordent à leur cloche, celle qui est là, qui traverse les époques, qui rythme la vie, rassemble la communauté ou avertit d'un événement. On dit qu'autrefois, la cloche servait à chasser les mauvais esprits. Ce jour-là, en la retrouvant, certaines personnes ressentent vraiment que la guerre est finie. Et pour vous maintenant, après toute cette histoire, c'est quoi la cloche? Ah, bon, je ne sais pas. Ne pas y penser, quoi. J'ai vécu avec ça. Je revis vraiment tout ce que j'ai vécu pendant la guerre. Et peut-être que c'est peut-être parce que je suis vieux que je me rattache à quelque chose, mais je me rattache à cela. Ça, je vous assure.